viens de dire. Alors, est-ce qu'au sein de l'armée, comme tu viens de le dire, il y avait eu cette, j'allais dire, prise en main des services de l'ensemble des structures et de l'ensemble de la décision sécuritaire et répressive, est-ce que ce n'est pas la même chose à l'intérieur du FIS? Est-ce qu'il n'y a pas eu à l'intérieur du FIS également un revirement très dangereux qui a fait que la tendance en réalité, elle était devenue une seule et pas double? Franchement, je sais moins de choses sur le FIS parce que d'abord, ayant politiquement et médiatiquement disparu de la scène, je ne pouvais avoir accès à ces positions que par rapport à ce qui était dit sur les chaînes internationales quand Kébir, par exemple, était passé à Arte ou passé sur un plateau de télé, ou Haddam ou le Ribourlou Belhaïssa, qui m'est arrivé 2 ou 3 fois. À part ça, je n'étais pas dans les réseaux de circulation des textes du FIS, probablement. Justement pour corroborer ce que tu viens de dire, nous avons demandé à un journaliste, à un écrivain, un spécialiste, disons un spécialiste de l'islamisme algérien, celui qui a suivi le phénomène depuis Bouerli jusqu'à maintenant, en l'occurrence Hamid Al-Ayashi. Oui. Hamid Al-Ayashi, il a travaillé de près, il avait ses réseaux au sein des réseaux, il avait des réseaux au sein de l'islamisme, il a ses contacts en tant que journaliste avec tout le monde, c'est ça le rôle du journalisme d'investigation. Il avait ses acquaintances avec tout le monde, il avait pu infiltrer les réseaux les plus importants, il a connu de près des acteurs importants de l'islamisme algérien depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis les débuts de l'islamisme radical dans les années 80. L'islamisme radical, c'est-à-dire l'islamisme militarisé, violent, qui utilisait l'arme et la violence comme un moyen de combat, etc. Donc nous lui avons demandé, je lui avais demandé, c'est son intervention sur Respublica 2, il est d'accord, il reste seulement d'organiser, comment faire, etc. C'est pour prendre, et je le dis à Ahmida, je suis en train de te trahir ici, mais ce n'est pas une trahison, j'allais dire, elle est amicale, je le dis pour prendre tout le monde à témoin. Voilà, c'est pour dire que j'ai proposé à Ahmida, connaissant les compétences de Hamid Al-Ayashi, depuis son fameux livre sur l'Islamiyoun بين السلطة والرصاص إلى غاية ما كتبه حول الجماعات المسلحة، ولقاء الوحيد الذي يعني هو الوحيد الذي التقى في الجبال بجماعة مدني مزرق وبمدني مزرق شخصيا وإلى آخره، وله حوارات مطولة جدا مع هؤلاء الناس وقد درسهم عن قرب، وقد كشف لي مؤخرا حميدة أنه بدأ يعيد النظر في كثير من الأشياء التي كتبها حول الموضوع من خلال وثائق مسجلة عنده. يعني أصبح الآن يعيد تحليل الظاهرة الإسلاموية سواء السياسية أو المسلحة كقراءة جديدة، وهذا يهمنا نحن لأننا بحاجة إلى قراءة موازية للظاهرة الإسلاموية أيضا، سواء كانت معتدلة غير معتدلة مسلحة سياسية وما إلى ذلك. هذه فقط c'est pour dire que nous avons également un témoin très important et un analyste, un journaliste brillant. Dans le même ordre d'idée, puisque tu sais Hamid Al-Ayashi, qui est mon ami, j'avais un projet de travail avec lui à l'époque, de faire un travail très en profondeur. Moi, je m'intéresse, de par ma formation, à l'analyse des discours. Je voulais étudier le discours islamiste à travers ses différentes répercussions et ses évolutions à travers les différentes étapes, en liaison avec toujours mes préoccupations, parce que la formation militaire, c'est la cristallisation c'est la formation partisane, et la formation partisane, c'est le parti et la théorie. Effectivement. Le parti islamiste ne m'intéresse pas en tant que soit des individualités, parce que j'ai tout de suite compris le côté interlope et manipulé du fait des services. Ah bon, hein? C'est-à-dire que tu confirmes ce que... Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail des services dans la mouvance islamiste. Je le pense, je n'ai aucune preuve. C'est pour ça que je n'ai pas voulu
m'intéresser à cet aspect. Ce qui m'a intéressé, c'est le discours. C'est-à-dire le corpus lui-même. Le corpus lui-même, parce que j'étais à la recherche d'une idéologie et d'une théorie du mouvement. Parce que pour moi, si je ne peux pas prouver qu'il y a une théorie, une idéologie islamiste avec un projet de société, je ne peux pas dire que le mouvement était... D'ailleurs, Hamida Al-Ayesha, pour soutenir ce que tu viens de dire, appuyer ce que tu viens de dire, Hamida, à travers des enregistrements audio, c'est-à-dire des cassettes de l'époque, Oui. des années 70 et 80, de Bouyali, Oui. Hamida, il commence à détecter, à prouver que l'origine idéologique de l'islamisme armé remonte à cette époque-là, à travers le discours et la façon d'agir, aussi bien le discours et l'acte. Et il donne, à travers, c'est-à-dire pour nous, une cassette audio vérifiée, authentique, Bien sûr. est un document important, Absolument. est un document Absolument. scientifique important. Absolument. Entre parenthèses aussi, je dis bien les choses parce que nous sommes tenus par une certaine objectivité Tout à fait. dans Res Publica 2, écouter tout le monde, Ah oui. diversifier le débat, Tout à fait. et puis donner la chance et l'occasion à tous ceux qui ont la capacité et le pouvoir de réfléchir. Parce que les gens qui se contentent, Proposer des lectures, bien et sûr. effectivement, les gens qui se contentent sur des positions ne nous intéressent pas tellement dans Res Publica 2 parce que ça ne nous avancerait pas à grand chose. Absolument. Ce qui nous avancerait, ce sont des thèses, des gens qui défendent des approches, des thèses, des idées, des lectures, des démarches, etc. Et nous avons invité également un certain nombre d'islamistes connus et reconnus par leur engagement islamiste, y compris des islamistes radicaux, à venir témoigner et à donner leur point de vue et leur analyse sur ce qui s'est passé, loin bien sûr j'allais dire, de la politique fiction. Ce qui nous intéresse, c'est les corpus, c'est les idées, c'est la démarche, c'est les actes, c'est les manipulations, c'est C'est une partie de les dessous de... la société, Effectivement. on ne peut pas la prendre en ligne de compte. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour dire que même des contacts avec des islamistes, des politiques, Bien sûr. même des gens qui ont exercé la violence également et qui ont bénéficié de la loi sur la réconciliation nationale Tout à fait. et qui peuvent témoigner, etc. Des gens qui ont regretté, des gens qui continuent à croire. Et nous ouvrons ce débat dans cette perspective de mieux comprendre la société algérienne Absolument. dans ses fondements psychomentaux, dans ses fondements psychoculturels et cultuels, Absolument. pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et les mêmes dérapages. Le pays est très cher. Très très cher. Alors, donc pour toi, pour résumer, cette période qui va de l'assassinat de Boudiaf, donc de Mrbah, etc., était déterminante dans la naissance d'une autre Algérie sur le plan sécuritaire, Oui. d'une autre Algérie sur le plan du vide politique, d'une autre Algérie sur le plan de la relation avec la société, et d'une autre Algérie sur le plan international. Avec et c'est là le fin mot de l'affaire, avec l'étouffement essentiel et profond de toute velléité de formation élitaire. Et avec la perspective de renforcement de l'encadrement et du contrôle de la société. Tout en étant dans la droite ligne, et c'est un paradoxe, mais ça c'est lié à la personnalité de Boudiaf parce qu'il est confus. Il dit, les premiers mots qu'il avait formulés quand il est arrivé, استرجاع هيبة الدولة. وين هي هيبة الدولة؟ واسترجع هيبة الدولة ضد من؟ وكان لابد ربما كما ديري ان سارتان فرحات عباس أي. كان لابد من القول بناء الدولة وليس هيبة الدولة. تقريبا ها؟ طبعا. سؤال عندي سي الأخضر au nom de nos amis internautes et les amis de Res Publica 2 parce que nous avons maintenant beaucoup d'amis في رأيك لماذا النخبة الإطارية نخبة التأطير العسكري التي أخذت بعد أمني pourquoi l'élite d'encadrement qui était l'élite militaire, sécuritaire, répressive. C'est-à-dire... Je te coupe, je ne suis pas d'accord. C'est là où on dit... Parce que je ne peux pas marcher dans cette logique parce que à ce moment-là, je casse totalement mon raisonnement. Pour moi, quelqu'un qui rentre dans une logique
de contrôle, de répression ne peut pas faire partie du mouvement élitaire. Impossible. C'est pour ça que j'avais distingué entre un Qasem Marbah qui a pris une autre logique, la logique mais tu reconnais que c'est une élite d'encadrement. Non, ce n'est pas une élite d'encadrement. C'est qui? C'est un encadrement. C'est quoi l'encadrement? C'est quoi? Un encadrement. C'est quoi? Alors, si tu parles par exemple du DRS, Oui. de l'importance qu'a pris le DRS dans la fabrication Oui. d'une nouvelle Algérie Oui. à dimension sécuritaire, Oui. répressive, etc. Oui. À partir, Ça, c'est la matérialité. c'est quoi le DRS dans cette perspective d'analyse? C'est ce que je disais tout à l'heure, la matérialisation du projet Boudiaf. Il faut que l'État s'impose à la nation. Mais c'est pas l'État. C'est Lorsque l'État. tu parles de la répression, l'État est légitime par la détention de la violence. Mais l'État, sa vocation n'est pas répressive. Justement. Il faudrait peut-être redéfinir ces concepts. Non. Pourquoi il est devenu répressif? Parce qu'il est devenu répressif dans une situation de crise. La crise a été provoquée. Les gens qui ont provoqué la crise voulaient mener à un règlement de la réorientation de la structure de légitimation du pouvoir. Ils n'ont pas réussi. Ils voulaient réarticuler la légitimité sur la légitimité historique avec Boudiaf. Ça n'a pas abouti. Donc ils se sont trouvés, ce que tu disais l'autre jour, et très justement, se sont retrouvés devant un vide. Un vide. Mais c'est un vide qu'ils ont créé. D'accord. On est d'accord. D'accord. Or, quelle est la perspective qui leur restait? Il leur restait de créer un cadre de contrôle de l'État, de contrôle de la société par l'État pour qu'il n'y ait pas dérive. En tant que quoi? En tant que structure d'encadrement de la société. D'accord. Donc, tu l'appelles structure. Elle n'est pas élitaire. Elle n'est pas élitaire. Elle est une structure d'encadrement. Ce qui va, je ne sais pas si tu te souviens, tu m'as invité il y a 2 ans à donner une conférence. Non, il y a plus de Gige. il y a quelques 3 ou 4 ans. Voilà. 3 ans. C'est ça. Tu te souviens de cette conférence? Tu te souviens de la dernière question au moment où on allait lever la séance? Quelqu'un au fond de la salle qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui reste de l'élite ?» Et j'avais dit, je n'ai pas le temps de le développer dans la crise addict, j'avais dit « Ce qui reste de l'élite, c'est l'armée. » À l'époque, tu te souviens? Quand on était revenu, on a longuement discuté de ça. Très juste. Il n'y avait que l'armée. Mais l'armée sans les services. Parce que je distingue... Non, mais jusqu'à cette date. Mais jusqu'à cette date, jusqu'à cette date, il faudrait savoir que ce DRS-là, dont on parle, oui. c'est des gens, c'est des militaires. Oui, Ce ne sont pas des gens qui sont venus d'ailleurs. Oui. Ce sont des militaires. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Lorsqu'on parle de Mais ce n'est pas parce qu'ils sont militaires qu'ils engagent la responsabilité de l'armée. Sinon, on ne va pas comprendre la transition Zaouane. On ne comprend pas la transition Zaouane. Sauf si on dit que Zaouane a joué le jeu du DRS. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je développerai mon point de vue. D'accord, c'est clair. Discuter. C'est clair, c'est clair. Mais je crois qu'on a évolué sur les années 92, 93, 94, essentiellement ces 3 années, à une fracture entre... C'est ce qui explique ma question. C'est ce qui explique ma question. Tu es intempestif. À une fracture à l'intérieur du système militaire algérien entre l'encadrement répressif de contrôle de la société qui était le DRS et l'armée algérienne, l'armée qui est constituée régulière, traditionnelle, la constitutionnelle, à laquelle il faut ajouter dans le caractère élitaire. Moi je dis caractère élitaire, ce qui préserve la société, ce qui fait avancer la société, ce qui protège la société. C'est pour ça que je distingue entre DRS et DRE. La DRE qui s'occupe de contre-espionnage, celle qui s'occupe de la protection de l'Algérie, des infiltrations étrangères, etc., je la mets dans la structure élitaire.
Parce qu'elle n'a pas de lien répressif direct avec la société. Le lien répressif direct avec la société, c'est le DRS. C'est sa mission. Je ne sais pas si tu me suis. Non, non, parce que pour moi, il y a une structure globale. Non, mais pas et il y a des global. sous-structures. Il faut qu'on comprenne que, précisément, dans une situation de crise, ce qui était un bloc, c'est la dislocation du bloc. Il y a des crises On l'a qui ont dit, disloqué ça le on bloc. l'a dit. Le bloc militaire. Mm. Le bloc militaire a été disloqué par la crise. Il a été disloqué en deux parties. Une partie qui est constituée par les corps sécuritaires qui gèrent la société, qui contrôlent la société, qui répriment la société, qui manipulent la société. Ce sont des corps d'encadrement. Les corps qui préservent la société, qui n'interviennent pas dans la répression de la société, qui ont la charge de la mission traditionnelle et constitutionnelle de préserver, de protéger la société, on peut considérer qu'ils sont encore Élitaire. dans la mission élitaire. C'est une thèse. C'est Mais est-ce une que lecture, c'est une lecture. Mais est-ce que cette fracture. C'est ce qui me permet d'expliquer la venue de Zarouel après. Sinon, il n'y a plus de logique. Sachant que Zarouel est un militaire. Bien sûr. Mais qui Mais Zarouel n'est pas Smaïl. Mais Zarouel n'est pas Tawfiq. D'accord. Eh bien oui, le problème il est là. D'accord, mais qui est-ce qui a ramené. Ismaïl. Oui. Ismaïl. Ce n'est pas Ismaïl qui a pris l'initiative d'aller discuter avec Madani Mazrak dans les montagnes de Djidjoli. C'est une décision du chef de l'État. C'est une décision de Zarouel. Enfin, on ne sait pas. Si. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une décision de Zarouel. Eh ben, écoute, Je ne sais pas si c'est une décision tu de. peux prendre ta valise et aller le voir. Non, je m'en vais d'intervenir. Le président. Bon, je voulais